Bien, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette table ronde internationale organisée par le Pôle de Renaissance communiste en France sur le thème de la sauvegarde de la paix mondiale devant les risques de guerre généralisée que nous voyons tous maintenant. Je vais vous présenter rapidement tous les intervenants que nous avons le plaisir d'accueillir. À ma gauche, Augusta Epagna, qui est membre de la direction de l'UPC Manidem, c'est-à-dire l'Union des peuples du Cameroun, manifeste national pour l'instauration de la démocratie. Il s'agit donc du parti qui a mené la lutte de libération nationale, sous la direction notamment de Félix Moumié. Augusta est également coordinatrice de la Dynamique unitaire panafricaine, une organisation qui regroupe une vingtaine d'organisations politiques à la fois dans la diaspora et sur le continent, dans le but de lutter contre les politiques néocoloniales. Ensuite, nous aurons une intervention du camarade Houn, qui s'exprimera au nom du PDP, Parti de la démocratie populaire, qui mène courageusement la lutte en Corée du Sud contre le régime on va dire néocolonial qui a cours depuis la fin de la guerre de Corée. Nous aurons également le plaisir et l'honneur d'entendre deux camarades du Venezuela, Roy Daza, membre du Parti socialiste unifié du Venezuela, comme vous le savez, c'est le parti fondé par Hugo Chavez, ainsi que Henri Parra, membre du Parti communiste du Venezuela. Et nous aurons également, pour clore la liste des invités internationaux, deux intervenants, deux camarades cubains. Il s'agit de Justo Rodriguez, qui est chef de mission à l'ambassade de Cuba en France. Ainsi que Katia Aruca Chaplé, qui est membre du département des relations internationales du comité central du Parti communiste de Cuba. Et pour le PRCF et la GRCF, pour la GRCF, nous aurons une intervention de Roméo, qui est secrétaire international de la jeunesse pour la reconstruction communiste en France. Ainsi que Fadi Kassem, notre secrétaire national. Je laisse tout de suite la parole à Augusta Epagna pour l'UPC Manidem. Merci. Ah, je suis bien là? Oui. D'accord. Bonjour camarades, très heureuse de partager ce moment avec vous et d'essayer de communiquer un peu sur ce qui se passe au niveau du continent africain, parce que c'est assez méconnu finalement. Et quand on en parle en France, en Occident en général, c'est de façon extrêmement caricaturale et souvent déformée. C'est-à-dire que en Afrique, il ne se passerait que des guerres de tribus. Finalement, on serait resté à l'état, presque à l'état sauvage, si je caricature à peine. Hein. Donc moi, je voulais un peu rétablir la vérité et dire que c'est un continent qui a extrêmement d'atouts. Là, je crois que je ne vous apprends rien. Et notamment, vous dire que c'est le continent le plus jeune du monde, avec 70% d'une population qui a moins de 30 ans.
une population africaine qui représente aujourd'hui 1,550 milliard habitants et qui, dans quelques années, sera le continent le plus peuplé de la planète. Ça, c'est important de le dire. C'est une superficie de, 30 millions, de plus de 30 millions de kilomètres carrés. C'est le deuxième après l'Asie. Le continent est la région du monde qui compte le plus de réserves de terres agricoles, avec 200 milliards d'hectares disponibles. Alors volontairement, je vous présente tous les atouts du continent, parce qu'on a tellement l'habitude que ce continent africain soit présenté de façon misérabiliste, et comme quasiment un continent pauvre, alors que, évidemment, c'est le continent le plus riche aujourd'hui du monde, mais dont la population est la plus pauvre. Donc cherchons l'erreur. Et en ressources naturelles, alors c'est 16 pays africains qui regorgent d'or et qui détiennent 40% des réserves mondiales, 30% des réserves de minerais, fer, cuivre, aluminium, platine, chrome, titane, diamant, 12% des réserves de pétrole à l'échelle mondiale. À cela s'ajoutent évidemment les produits agricoles, etc. Je passe là sur les atouts du continent. Mais malheureusement, on est dans une situation où, malgré les prétendues indépendances à l'échelle du continent, on continue à être complètement dominé, pillé, exploité, et les puissances impérialistes et les puissances coloniales qui s'étaient partagé le gâteau en 1885 continuent pleinement et totalement à faire leurs lois. Et pour ce qui concerne la France, puisque on est quand même en France et il serait quand même intéressant de parler de l'impérialisme français, il faut savoir que dans les 14 pays que la France, qui restent donc théoriquement les ex-colonies françaises, la France reste absolument maître maîtresse dans ces régions, dans ces pays. Alors certes, il y a de la concurrence inter-impérialiste, c'est vrai. Ça, on ne va pas... Aujourd'hui, la France n'a plus la mainmise absolue, mais elle reste quand même largement dominante et contrôle toujours cette région, ces 14 pays, ne serait-ce que par la monnaie, le franc CFA, hein, qui est quand même une corde au cou. Il faut savoir que les réserves monétaires sont à la Banque de France, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, évidemment, par définition, si vous n'êtes pas indépendant sur le plan monétaire, ça veut dire que ce n'est pas vous qui décidez de la politique économique que vous allez mener, bien entendu. Les accords dits de coopération, mais qui sont en fait des accords d'asservissement qui avaient été passés au lendemain des indépendances, ont toujours cours. Et ce sont des accords qui concernent tous les domaines. Bien sûr, des accords sur le plan économique, monétaire, culturel, social, etc. Les institutions à l'échelle du continent sont rigoureusement, mais ça c'en est une caricature, mais rigoureusement calquées sur les institutions de la France. Même si, du point de vue des habitus, des populations, de l'histoire, de la culture, ça ne correspond à rien, mais ce sont ces institutions qui demeurent. Alors, face à ça, qu'est-ce qui se passe et où on en est du point de vue de la mobilisation, de l'état des luttes? Je pense que vous avez peut-être eu des échos des mobilisations, notamment de la jeunesse, et c'est vrai qu'il y a un vrai réveil. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, je le dis très brièvement parce que, évidemment, je ne sais pas combien de temps on a, mais je pense que, vu le nombre d'interlocuteurs, il ne faut pas que je sois trop longue, mais déjà, dire que, au niveau de l'ensemble du continent africain, il n'y a pas un seul pays où l'indépendance a été donnée. Partout, les gens se sont battus, les peuples se sont battus, et systématiquement, les dirigeants, et notamment tous ceux qui étaient porteurs d'espoir, de démarches progressistes, de démarches révolutionnaires en faveur des peuples et de souveraineté. Alors, on ne parle pas encore de socialisme, bon, évidemment, mais de souveraineté, une vraie souveraineté où on dit, voilà, on est indépendant, on est maître de notre destin et on reprend les rênes en main. Tous ceux qui se sont battus donc, dans cette direction ont été systématiquement assassinés. On peut parler de Lumumba. Au Cameroun, ça a été 3 dirigeants nationaux extrêmement importants qui ont mené la lutte et qui ont mené le mouvement de libération, qui ont été assassinés par les colonialistes français. Avec, au Cameroun, je m'excuse, je suis d'origine camerounaise, mais je ne veux pas... je parle de la globalité de l'Afrique, mais je fais un petit focus parce que c'est une situation assez particulière. Il faut savoir que, alors que le Cameroun essayait de mener sa lutte de façon, en faisant des manifestations, en s'imposant bon, par la mobilisation populaire,
elle a été contrainte et forcée de prendre les armes en 1956 après un massacre de population où il y a eu des milliers de morts. Et donc la lutte armée a duré 10 ans. Donc c'était en même temps, la même période que l'Algérie. Donc effectivement, c'est intéressant de montrer à quel point ce peuple, à travers l'Union des populations du Cameroun, qui est donc le parti dans lequel je suis aujourd'hui, donc qui continue à exister, qui continue à se battre pour une véritable rupture avec le néocolonialisme et avec l'impérialisme, mais avec beaucoup de difficultés évidemment. Donc sur l'ensemble du continent, beaucoup de mobilisation, beaucoup de tentatives de construction d'organisation, mais avec énormément d'entraves. Toutes les libertés publiques sont violées. Donc l'un des premiers, et là où la solidarité vraiment, si les camarades au plan international nous demandent comment on peut vous aider, c'est faire savoir, informer de ce qui se passe dans nos pays, informer des luttes. Et c'est la meilleure manière de soutenir les peuples et informer des violations systématiques des régimes néocoloniaux. Donc dans pratiquement l'essentiel de nos pays, ce sont des régimes néocoloniaux qui sont à l'œuvre et donc qui empêchent toute organisation, toute tentative de regroupement, toute mobilisation. Mais évidemment, ça n'empêche pas que, ceci dit, les gens s'organisent et se mobilisent, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le niveau d'organisation, notamment la construction de partis communistes ou de partis qui ont une perspective socialiste, etc., c'est très compliqué et évidemment, on bâillonne toutes ces organisations. Et nous, au niveau de la dynamique unitaire panafricaine, notre objectif et notre volonté, c'est de réunir l'ensemble des forces progressistes et révolutionnaires. Alors, ça s'est créé en diaspora. Ceci dit, ça réunit des organisations implantées en diaspora et sur le continent. Et ça concerne également les afro-descendants. Parce qu'on considère que tout ce que la France appelle départements et territoires d'outre-mer, ce sont les poussières de colonies qui demeurent. Et bien évidemment, ces régions aussi aspirent à de l'indépendance. Et on est en lien avec des camarades qui se battent pour ça. Donc notre objectif, c'est de rassembler, de réunir toutes ces forces et de travailler à l'émergence d'organisations implantées dans les masses et qui puissent renverser la vapeur et donc se soutenir et avec une démarche panafricaine dont l'objectif à terme est de construire l'unité politique de l'Afrique, créer les États-Unis d'Afrique et si possible les États-Unis socialistes d'Afrique. Mais c'est une perspective longue et évidemment on a beaucoup d'étapes à franchir avant d'en arriver là et donc on essaie modestement depuis 3-4 ans de construire cette dynamique unitaire panafricaine à travers des conférences, à travers des manifestations, à travers diverses activités et de soutenir évidemment nos camarades sur le terrain, sur le continent et parmi nos camarades afro-descendants. Je m'en arrête là parce que je laisse la place à mes camarades. Voilà. Merci camarade. J'accueille maintenant le camarade Oun du Parti de la démocratie populaire. Et qui va nous... Viens ou pas? Il y a que toi qui est dit. Okay. Et notre camarade Jean-Paul Baptiste effectuera la traduction. If you prefer, you can take it. You can take it. No problem. Bonjour. The storm of World War III, unleashed by imperialist warmongers, is sweeping from Eastern Europe through West Asia to East Asia and the Western Pacific. Following the wars in Ukraine, in Palestine, and across the wider West Asia region, it is assessed that the imperialists warmongering forces D-Day for the full-scale outbreak of World War III came in the second half of 2024. I'll just skip to the conclusion because I heard only a few people here could understand English, so I don't want you to feel boring. So, yeah. As both history
and present reality demonstrate the anti-imperialist camp holds overwhelming superiority over the imperialist camp in terms of justification, capacity, and operations. The final victory of the world people advancing under the banner of anti-imperialism, peace, liberation, and revolution is inevitable. The warmongering forces will be defeated, and the forces of peace will certainly win. Thank you. Merci beaucoup. La tempête de la Troisième Guerre mondiale, déclenchée par les bellicistes impérialistes, balaye actuellement l'Europe de l'Est, l'Asie occidentale, l'Asie de l'Est et le Pacifique occidental. Après les guerres en Ukraine, en Palestine et dans toutes les régions de l'Asie occidentale, on estime que le jour J des forces bellicistes impérialistes pour le déclenchement à grande échelle de la Troisième Guerre mondiale est arrivé au cours du second semestre 2024. Les forces impérialistes ont calomnié la Russie et l'Iran, déjà en guerre, ainsi que la Corée et la Chine, qui ne le sont pas encore, en les qualifiant de nouveaux axes du mal et des agresseurs, signalant ainsi que le prochain champ de bataille après l'Europe de l'Est et l'Asie occidentale serait l'Asie orientale. De septembre à novembre 2024, les provocations localisées graves contre la RPDC, notamment les attaques de drones contre Pyongyang, se sont intensifiées. Alors que la RPDC, dotée d'une force de dissuasion nucléaire, maintenait sa patience stratégique, un coup d'État militaire pro-américain a été organisé en Corée du Sud en décembre, préparant une provocation fabriquée de toutes pièces contre le Sud. Cependant, cette provocation a été contrecarrée par le soulèvement populaire de décembre. Alors, si une guerre éclate en Corée du Sud, la Chine interviendra sur la base du traité sino-coréen de 1961, déclenchant un conflit à Taïwan. Si l'Australie se joint à eux, cela déclenchera des guerres en Asie de l'Est et dans le Pacifique occidental. Cela dégénérerait alors en une troisième guerre mondiale à grande échelle. Pour les forces impérialistes bellicistes dont la survie même dépend de la guerre en Asie de l'Est, la guerre en Corée du Sud était leur ultime pari. Cependant, celui-ci, une nouvelle fois, a été contrecarré et écrasé par la nation coréenne. Actuellement, les forces impérialistes complotent frénétiquement pour déclencher la Troisième Guerre mondiale par tous les moyens. Lors du sommet de l'OTAN à La Haye, elles ont décidé d'augmenter les dépenses militaires à 5% du PIB. Mais surtout, les crises guerrières s'intensifient dans les points chauds mondiaux. En mai 2025, des conflits localisés ont éclaté en Inde et au Pakistan. En juin, Israël a attaqué l'Iran et les États-Unis ont frappé les installations nucléaires iraniennes. En juillet, le commandement américain en Europe a tenu des propos imprudents sur l'occupation de Kaliningrad et les conflits localisés ont éclaté en Thaïlande et au Cambodge. Les forces impérialistes mettent en œuvre une nouvelle stratégie d'endiguement, encercler la Russie dans un arc en forme de fer à cheval, la Chine dans un arc en forme de C, et l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Est à l'Asie de l'Est, en passant par la péninsule coréenne, dans un vaste arc en forme de U. Ce plan s'inscrit dans la continuité de la stratégie du grand échiquier et de la stratégie du séparatisme minoritaire. La pointe de ce U, qui commence en Europe du Nord, passe par les Carpates et relie les points chauds de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Nord-Est. Il vise en compte la République de Corée et le Japon militariste. Les bellicistes déplacent la tempête de la guerre de l'Ouest vers l'Est. Pour y parvenir, les impérialistes ont achevé politiquement la pacification de l'OTAN lors du sommet de l'OTAN à Washington en juillet 2024 et l'ont achevé militairement grâce aux exercices de guerre Freedom Edge, RIMPAC et Ulchi Freedom Shield de l'été 2024. L'alliance États-Unis-Japon-Corée du Sud a formé une OTAN asiatique en août 2023 et l'a mise en œuvre à travers l'exercice militaire Freedom Edge en juin 2024 sur le modèle de l'OTAN. En avril de cette année, le fasciste pro-américain Yoon Suk-yeol a été destitué en Corée du Sud
Et en juin, les forces réformistes pro-américaines dirigées par Lee Jae-myung ont pris le pouvoir. Cependant, l'exercice militaire conjoint américano-Corée du Sud, Ulchi Freedom Shield, visant la RPDC, a été mené à grande échelle en août. Et le sommet entre la Corée du Sud et le Japon et la réunion des dirigeants Corée du Sud et États-Unis ont été menés comme des conseils de guerre conspirateurs pour l'agression contre la Corée du Nord. Cela a confirmé que Yong-sin Kyui et Lee Jae-myung ne sont essentiellement pas différents dans leur soumission aux États-Unis et leur trahison servile de leur pays, et la crise de guerre en Corée du Sud reste grave. Confrontés à la crise des submergés militairement, politiquement, économiquement par les forces impérialistes, les bellicistes impérialistes cherchent à échapper à cette crise en formant une nouvelle guerre froide à travers une troisième guerre mondiale. Les trois principales nations du camp anti-impérialiste, la Corée du Nord, la Chine et la Russie, sont des superpuissances nucléaires et balistiques, tandis que l'Iran, qui constitue la quatrième force majeure, est une puissance balistique dotée de missiles supersoniques. Hypersonique. La crise politique et économique est évidente dans le fossé qui sépare le G7 et les BRICS. En juillet 2025, Poutine a annoncé que les BRICS représentaient désormais un tiers de l'économie du territoire mondial, la moitié de sa population et 40% de l'économie mondiale. Leur PIB combiné en 2025 a atteint 77 000 milliards de dollars, dépassant celui du G7, 57 000 milliards. En juillet 2024, le Premier ministre indien s'est rendu en Russie au lieu d'assister au sommet de l'OTAN à Washington. Des pays traditionnellement pro-américains comme l'Arabie saoudite et la Turquie ont rejoint les BRICS, tandis que le Venezuela, Cuba, le Kazakhstan, la Thaïlande et la Malaisie ont exprimé leur intention de les rejoindre. Ces faits démontrent que la position politique de l'impérialisme est considérablement affaiblie. Les forces impérialistes ont depuis longtemps perdu leur justification de guerre en raison de la grave contradiction entre la propagande anti-russe et la propagande pro-israélienne. Le camp anti-impérialiste vise l'antifascisme, la libération et la réunification sous la cause de l'anti-impérialisme. En tant que puissance antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces impérialistes comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ne peuvent nier la juste cause du camp anti-impérialiste. En termes de capacité, le camp impérialiste est divisé entre ses factions bellicistes et non bellicistes, tandis que le camp anti-impérialiste a atteint le plus haut niveau de coopération stratégique et tactique jamais atteint entre ses principales forces, la Corée du Nord, la Chine et la Russie. L'unité et la solidarité sont les principes les plus importants de la lutte pour la paix et la libération et la clé de toutes les victoires. De nouvelles forces révisionnistes et opportunistes ont émergé au sein du mouvement communiste international actuel, promouvant la théorie dite de la pyramide impérialiste. C'est un sophisme absurde selon lequel tous les pays du monde sont impérialistes, avec lequel elle perturbe ses idées et divise le camp anti-impérialiste de l'intérieur. Malgré le fait que le mouvement communiste international dispose d'une organisation de solidarité internationale faisant autorité, l'une des raisons fondamentales pour laquelle il ne parvient pas à s'unir et à lutter d'une seule voix contre l'impérialisme et pour la paix, la libération et la révolution réside précisément là. Les mouvements de paix, de libération et de révolution qui avancent sous la bannière de l'anti-impérialisme impliquent une lutte idéologique intense contre le révisionnisme et l'opportunisme. En février 2022, la guerre en Ukraine a éclaté. Cependant, dans un contexte où les organisations internationales du mouvement communiste mondial n'ont pas rempli leur devoir en raison de l'influence des forces révisionnistes et opportunistes, les véritables communistes et les forces anti-impérialistes du monde entier, y compris le PDP et le PRCF, se sont réunis à Paris en octobre 2022 pour tenir la première conférence internationale anti-impérialiste, adoptant la déclaration historique de Paris et lançant la plateforme anti-impérialiste mondiale que l'on appelle la plateforme et qui a eu des suites jusqu'à cette année. Lors de sa dernière conférence à La Haye, la plateforme a publié une déclaration, un communiqué, une conclusion mettant en garde contre la militarisation de l'Europe
et s'opposant à l'OTAN, la machine de guerre de l'impérialisme, et le centre de commandement de la Troisième Guerre mondiale, affirmant sa détermination inébranlable à lutter jusqu'à ce que l'OTAN soit démantelée et que la paix mondiale soit réalisée. Toutes les activités et luttes de la plateforme, à laquelle se sont jointes plus de 80 organisations politiques du monde entier, qui ont signé la déclaration de Paris, sont orientées vers 3 objectifs principaux: la lutte de masse mondiale contre l'impérialisme, la lutte idéologique contre le révisionnisme et l'opportunisme, et le renforcement du mouvement communiste international. La plateforme, qui se donne pour tâche centrale la formulation d'une stratégie révolutionnaire fondée sur une analyse scientifique de la situation actuelle, poursuit sa lutte inébranlable pour la justice et l'indépendance sous 2 slogans principaux: prolétaires de tous les pays, unissez-vous, et El pueblo unido jamás será vencido. Comme le démontre l'histoire et la réalité actuelle, le camp anti-impérialiste détient une supériorité écrasante sur le camp impérialiste en termes de justification, de capacité et d'opération. La victoire finale des peuples du monde, qui avancent sous la bannière de l'anti-impérialisme, de la paix, de la libération et de la révolution, est inévitable. Les forces bellicistes seront vaincues et les forces de la paix l'emporteront. Il faut choisir Europe pacifique ou monde atlantique. Il faut choisir Europe atlantique ou monde pacifique. Il faut choisir Europe atlantique ou monde pacifique. Il faut choisir Europe atlantique ou monde pacifique. Il faut choisir. Bien. Je remercie les camarades coréens pour ce texte. Je passe désormais la parole à Roméo pour la JRCF. Bonjour camarades, c'est un grand plaisir d'être ici et de parler après tous les camarades et avant les futures interventions. Je suis très satisfait et très heureux de pouvoir partager un petit peu tout le constat justement sur cette triste situation qu'est l'essor un petit peu, qu'on a l'impression inévitable de cette troisième guerre mondiale qui est en train de nous arriver en pleine tête. Et je voulais revenir un petit peu, donc premièrement avec un prisme un petit peu jeune, de se demander mais alors qu'est-ce que c'est? On vient de parler un petit peu de tous les défis que chaque nation va devoir réussir à accomplir. Chacun a son rôle dans cette espèce de grand échiquier impérialiste. Chacun a son rôle, que ce soit les peuples victimes du néocolonialisme, les peuples socialistes, les peuples qui sont aujourd'hui complètement comme le peuple français, complètement imbriqués et malheureusement coincés à soutenir et à accepter la domination d'une puissance impérialiste qui fait du mal à tous les autres peuples. Et du coup, je voudrais revenir un petit peu sur tout ça pour essayer de comprendre à nous, notre génération, pourquoi est-ce que nous, on a des défis aussi particuliers à relever et où est-ce qu'on en est un petit peu en tour d'horizon dans tout ça. Premièrement, je voulais aussi revenir sur un petit point idéologique qui est un combat, justement. Les camarades ont parlé précédemment de cette grande théorie un petit peu de la pyramide impérialiste, qui est une théorie un petit peu à la mode et qui, malheureusement, joue un rôle très délétère dans la partition et la division du mouvement et, d'une certaine manière, cette espèce de frein que connaît le mouvement communiste international, puisqu'on a tous constaté les reniements de beaucoup de partis communistes, mais on a aussi beaucoup de partis communistes qui sont restés fidèles à une ligne de combat qui mobilise toujours la classe ouvrière, et qui pourtant diffusent des idées qui ont tendance à nous diviser, etc. Et qu'on en est dans une phase où même avec les partis qui veulent travailler, on a du mal et on se retrouve à être complètement bloqué face à ce mastodonte et ce rouleau compresseur de l'OTAN, à être incapable de construire une vraie réponse unitaire communiste. Et justement, nous, le PRCF, on essaye de contribuer, le PRCF et la JRCF par extension, on essaye justement de contribuer à faire un peu de pédagogie sur quel est l'état du monde et comment est-ce qu'on peut facilement donner des clés de compréhension et donner des clés de compréhension qui dit mais même si on n'est pas vraiment d'accord, on peut quand même combattre ensemble. En gros, de donner des clés de lutte et d'unité d'action. Et premièrement, c'est une théorie qu'on résume sous l'angle des 3 fronts, 3 soutiens.
Mais ça part du constat que nous, ce qu'on dit, c'est oui, il est l'heure de réactualiser Lénine parce que les conditions matérielles changent. Et souvent, les gens nous disent, bon, vous êtes immédiatement révisionniste. Mais tout le monde, en fait, essaye de relire Lénine et de le rappliquer aux conditions matérielles. Et donc, pourquoi est-ce que nous, on pense qu'il y a un grand changement qualitatif qui a eu lieu après 1945 ? Nous, on pense qu'avant 1945, même si l'impérialisme américain, bon, avant lui, l'impérialisme britannique et l'impérialisme américain dominaient malgré tout cette chaîne impérialiste mondiale, les rapports de force étaient de quelques ordres de grandeur. L'impérialisme britannique était peut-être 2 fois plus fort que l'impérialisme français. On est dans ces ordres de grandeur-là. Après 1945, ça change du tout au tout. L'impérialisme américain, tout d'un coup, il prend le contrôle de la moitié de l'économie européenne. Il récupère tous les anciens empires coloniaux de l'Espagne, du Portugal, et puis il récupère tout. Donc en gros, il prend l'échiquier, là où avant il y avait plein de couleurs, plein de gens, tout prend une même couleur, et on a deux choix. Soit on devient un petit caniche, un petit vassal impérialiste des États-Unis, et on accepte et on rentre dans ce jeu-là, soit on décide malgré tout de s'y opposer. Enfin, je parle les puissances impérialistes ont deux choix, soit de rester puissance impérialiste mais vassal des États-Unis, soit on a le droit on peut toujours décider d'être indépendant, comme la France pendant longtemps a tenté de maintenir une position déconnectée et non vassalisée aux États-Unis. Et pour autant, la pression elle est tellement féroce. D'un côté, on a les peuples, et de l'autre côté, on a un mastodonte impérialiste majeur on est entre le marteau et l'enclume, quoi. Et dans ce cadre-là, tout change. Et aujourd'hui, on est dans la phase où c'est fini. Toutes les puissances impérialistes, globalement, en tout cas historiquement majeures, ont été vassalisées par l'impérialisme américain. Et il est là le changement clé. La concentration du capital a avancé, et maintenant, toutes les grandes entreprises, tous les monopoles passent par un biais ou un autre, par le contrôle et l'aval, doivent obtenir l'aval des États-Unis. Toutes les puissances, qu'elles soient capitalistes, anti-impérialistes, socialistes, qui souhaitent avoir une politique indépendante des États-Unis, se retrouvent à se prendre des blocus, des sanctions commerciales pas possibles, et là-dedans, il y a un changement qualitatif majeur. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a ce saut qualitatif interne à justement la structure impérialiste qu'on appelle la naissance de l'impérialisme hégémoniste. Et justement, la constitution, du coup, d'une espèce de système. Il y a toujours des pays impérialistes, mais parmi eux, il y en a un qui a une nature complètement différente. L'impérialisme hégémoniste américain, qui construit son petit sérail de puissance impérialiste vassalisée. Et dans ce cadre-là, ça crée un nouveau front dans la structure mondiale. Auparavant, on avait les puissances impérialistes, rivales entre elles, qui avaient leur propre front, et ensuite, les puissances impérialistes qui avaient un front avec tous les peuples du monde qu'elles essayaient de coloniser ou de néocoloniser. Aujourd'hui, ça change un petit peu du tout au tout, puisque toutes les puissances impérialistes qui sont dans ce clan, il y a une espèce de gigantesque front mondial qui est en train d'émerger. Soit on est dans le camp atlantiste, soit on est dans le reste du monde. Et du coup, on passe d'un truc où la contradiction principale mondiale était dans la rivalité entre ces puissances impérialistes, à une situation, au contraire, où en fait, peu importe si on est capitaliste, ou soit si on est une puissance mobilisateur qui se base dans l'anti-impérialisme, même si on n'est pas vraiment communiste, soit on est même un pays communiste et un pays socialiste, et bien tous ces pays-là ont une unité matérielle qui apparaît, une lutte commune, une alliance commune nécessaire pour lutter contre cette énorme alliance impérialiste américaine, impérialiste hégémoniste américaine. C'est ce qu'on appelle le front anti-hégémonique. Et on pense que c'est la contradiction principale qui aujourd'hui dessine le monde, et que c'est pour ça qu'est en train d'émerger cette espèce de grand front mondial qu'on est en train de voir, et qui émerge avec des manifestations complètement différentes. Le conflit en Palestine et en Ukraine, a priori, pour un œil aiguisé, enfin pour n'importe quel Jean de gauche français qu'on va voir à la fête de l'humanité, ça va être des conflits complètement différents. La réalité, c'est qu'économiquement, c'est le même conflit. Il y a la même ligne de front qui passe par l'Ukraine, par la Palestine, par l'Iran, par le détroit d'Ormuz, par le détroit de Taïwan, par la Corée, par l'Afrique, par l'Amérique latine. C'est la même chose. Il y a un impérialisme américain en déclin qui force tous ses vassaux et qui essaye par tous les moyens possibles de lutter contre toutes ces forces de nature très différentes, socialistes, anti-impérialistes, capitalistes, qui cherchent juste à essayer de sortir et de se dévassaliser. Et ça explique justement ce grand front, cette émergence des BRICS avec tous ces pays différents, etc. Et bien sûr, on pourrait croire que donc le PRCF est un grand combattant pour la multipolarité qui va sauver le monde. Parce que c'est ça le mot d'ordre des BRICS, la multipolarité. Mais nous, on ne dit pas la multipolarité, parce que ça nous arrive aussi d'être accusés là-dessus. La multipolarité, ça serait le nouvel objectif des communistes. La réalité, c'est que non, nous, ce qu'on dit, c'est la multipolarité, aujourd'hui, c'est la réponse pour sortir enfin de cet ordre dominé par les États-Unis. Mais la réalité, c'est que la multipolarité, c'est aussi le retour à plutôt des espèces d'impérialismes régionaux, etc. Mais nous, on dit, mais en fait, quand on aura la multipolarité, ça sera que le début du combat. Et le retour à la multipolarité, c'est pas un retour en arrière, parce que la concentration du capital a continué à avancer. C'est-à-dire qu'une puissance qui souhaite avoir son petit précaré dans un morceau de continent, etc., une puissance impérialiste qui souhaite avoir, de manière indépendante des États-Unis, son petit précaré, etc., va se retrouver malgré tout coincé, parce que pour maintenir des chaînes de production souveraines, pour pouvoir rentrer en guerre avec ses autres voisins et ses autres rivaux, tout d'un coup, il faut investir 10 fois plus.
Parce qu'en fait, toutes les chaînes de production continentales et ont été complètement mondialisées. Et donc, il faut investir énormément. Donc, il faut un État fort. Donc, il faut des grandes entreprises publiques. Donc, il faut des CDI avec des universités qui forment des ingénieurs à l'appel. C'est ça la nouvelle condition. Et c'est encore plus dur d'être une puissance impérialiste aujourd'hui que ça l'était auparavant. Donc, la multipolarité de demain, c'est au contraire un monde dans lequel la classe ouvrière va reprendre et va gagner, au contraire, va donner de la force et du matériel pour remettre la classe ouvrière au centre de la vie politique mondiale. Et on pense que c'est que le début de la bataille et que nous, en tant que communistes, on est convaincus que le socialisme, de toute façon, c'est l'après-capitalisme. Le capitalisme est voué à s'effondrer, comme le féodalisme était voué à s'effondrer, et on va passer à un nouvel ordre mondial. Donc ça, c'était un petit peu, justement, sur cette articulation. Pour résumer, donc nous, on pense qu'il y a 3 fronts. Il y a le front général anti-hégémonique contre les États-Unis et cette grande alliance dirigée par les Américains, auquel le PRCF et la JRCF apportent son soutien militaire, c'est-à-dire l'OTAN, l'alliance de l'OTAN et de toutes les alliances militaires qu'incluent les Américains doivent perdre tous leurs conflits. C'est simple, doivent perdre tous leurs conflits. Chaque victoire militaire de l'OTAN est une victoire de cette grande machine de guerre contre les peuples, peu importe leur régime politique. Deuxièmement, ensuite, il y a le soutien, il y a le front anti-impérialiste qui doit lui-même, à tout prix, s'il veut bien comprendre ces grands enjeux, rentrer en résonance et soutenir au moins temporairement cette mobilisation pour la multipolarité, avant bien sûr de reprendre le combat s'il se reconstruisent des puissances impérialistes. Et à la fin, il y a aussi justement la nécessité de construire cette espèce de grande structure, donc une internationale communiste et ouvrière capable de rassembler les communistes qui soient capables eux-mêmes de devenir et de prendre la direction du front anti-impérialiste et du front anti-hégémonique. Parce qu'il n'y a que les communistes qui sont capables de concevoir justement un petit peu tous ces enjeux précisément, de comprendre toutes les dynamiques et de comprendre l'après. L'après, quand les États-Unis devaient tomber, eh ben nous, on est capable d'essayer de prédire les différents rapports de force qui vont émerger et on est capable d'armer à long terme la classe ouvrière mondiale et de préparer l'après. De ne pas comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas juste la guerre en Ukraine et la guerre en Palestine aujourd'hui et le génocide palestinien qui se découle. Non, il va y avoir un après. Tout ça, c'est des symptômes de justement cet affaiblissement général de ce bloc. Donc, malheureusement, ces grands conflits qui émergent, je ne veux pas dire que c'est une bonne nouvelle, mais ça... C'est le symptôme d'une cause qui est profondément progressiste. Les États-Unis et l'Alliance Atlantiste est en train de s'effondrer, et donc ils vont se battre, ils vont se fasciser, ils vont tenter de reconstruire un système fasciste mondial pour essayer de vaincre définitivement tous les peuples. Et malheureusement, nous du coup on part du principe qu'on espère qu'ils gagnent, parce que malheureusement ils peuvent toujours essayer d'appuyer sur le grand bouton rouge et essayer de nous raser la planète, et ça serait vraiment la catastrophe planétaire généralisée. Mais, en tout cas, ça porte malgré tout des opportunités politiques prometteuses. Dans tout ça, quel est justement le rôle de la jeunesse? Parce que là, on vient de parler du grand mouvement communiste, des grands partis, etc. Mais en réalité, quand on regarde, et en particulier en Europe, il y a quand même, mais déjà dans la structure du monde, là, il y a quand même un truc, c'est notre génération qui va se retrouver à être mobilisée sur tous ces fronts. Et qui est déjà mobilisée. Nous, on pense à nos camarades qui nous ont alertés, mais depuis des années et des années, on recevait dans la boîte mail des alertes de nos camarades des jeunesses communistes en Ukraine, qui nous disaient que la situation est en train de déraper, que les Américains sont en train de soutenir des forces absolument ignobles en Ukraine, qu'eux-mêmes ils sentaient la répression, et qu'aujourd'hui ils ont été mis en prison sans procès. Le procès a toujours été retardé juste parce qu'ils étaient communistes. Que maintenant, carrément, pour éviter d'avoir un procès, ils ont annulé le procès, ils les ont envoyés sur le front. On ne sait même plus s'ils sont vivants ou morts. Je parle de nos camarades des frères Kononovitch, des jeunesses communistes léninistes en Ukraine. Et vraiment, ils nous alertaient sur tout ça, mais du coup, on voit déjà que c'est notre génération qui est en train de justement d'être mis à contribution et qui va se retrouver justement à prendre de plein fouet tous ces grands conflits mondiaux. Et on voit aussi que d'une certaine manière elle en a bien conscience, puisque c'est aussi la jeune génération qui est en train de se mobiliser sur tous les continents contre justement, on entend des mots d'ordre un peu vagues, contre la corruption, etc. Mais là on en est à une phase où justement notre génération elle va devoir prendre en main tous ces enjeux et on nous attend un petit peu, le monde entier et tout le monde nous attend au tournant. Le rôle de notre jeunesse communiste, c'est d'être capable de se hisser à la hauteur de tous ces enjeux, de prendre conscience d'à quel point les jeunes doivent se mobiliser pour la reconstruction du mouvement communiste international, doivent prendre conscience que le rôle des jeunes, mais aussi dans l'autre sens, les partis doivent prendre conscience que la mobilisation des jeunes, leur rôle, c'est pas juste de dire « Ah bah comme ça a été malheureusement le cas dans beaucoup de partis qui en font aujourd'hui, dans beaucoup qui en payent un petit peu les frais », c'est le rôle des jeunes. Ça n'est pas exclusivement d'être le petit groupe où on est un petit peu de gauche et c'est pas grave si on n'est pas tous d'accord, etc. Non, la jeunesse aujourd'hui a des défis et des conditions matérielles qui sont malheureusement en train de péricliter rapidement et elle est prête à assurer des rôles politiques et un rôle directeur et en tout cas à se mobiliser et à vraiment se hisser à la hauteur, que ce soit idéologique, pratique, organisationnel. Elle ne demande que ça. Donc soyons un petit peu confiants dans cette jeunesse. Nous allons... Et en tout cas, nous, on s'engage à la JRCF, comment ça s'appelle,
à pousser de toutes nos forces vers la réorganisation, la mise en action de toute cette jeunesse communiste internationale qui malheureusement elle aussi est victime justement de toutes ces divisions, etc. Et on fait tout ce qu'on peut. Nous, la JRCF, on nous envoie et on part sur à travers toute l'Europe pour rencontrer chaque jeunesse communiste un peu partout, pour essayer de tisser des liens, pour essayer d'encourager des relations multilatérales, pour essayer de revivifier avec des positions qui ne sont pas juste si tu n'es pas d'accord avec moi, ça dégage, on ne travaille pas. Non, on a une alliance, même hétéroclite, à monter contre l'OTAN à tout prix dès aujourd'hui, dès demain. Et on est très fiers justement de le faire. Je suis très fier de porter aujourd'hui le t-shirt de la Fédération mondiale jeunesse démocratique qui a, je l'espère, un avenir de combat, de lutte à l'échelle internationale et un combat et des victoires. Et j'espère qu'elle aura une histoire qui va l'amener à connaître justement des grands succès, qui va permettre d'armer la jeunesse ouvrière et la jeunesse un petit peu de tous les pays, de tous les continents vers une activité politique organique, bien pratique. Et je vous remercie un petit peu. Voilà, c'est la fin de mon intervention. Je suis super heureux d'être avec vous. Et jeunesse du monde, nous voulons vivre. 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 Merci beaucoup. Merci camarades. Oui. Merci camarade. Comme le rappelle Roméo, le front entre l'impérialisme hégémonique et les peuples du monde est peut-être le front le plus important aujourd'hui. Et même si évidemment on parle beaucoup à juste titre du génocide en cours en Palestine et du conflit en Ukraine et de sa dangerosité, n'oublions pas que le front est ouvert également sur le continent américain, et ce depuis longtemps, puisque le blocus imposé à Cuba par les États-Unis pour maintenant depuis 60 ans, plus de 60 ans, et que vous n'êtes pas sans savoir que l'oncle Sam menace très sérieusement actuellement le Venezuela bolivarien, sous le prétexte fallacieux de lutter contre le narcotrafic. Alors, en fait, le tort du Venezuela bolivarien est de proposer une voie alternative au développement, une voie souveraine et indépendante. Je passe maintenant la parole à nos camarades cubains. Justo Rodriguez et Katia Arroca Chapelet. Oui, bonsoir. Bonsoir, mes chers camarades. Je veux saluer la présence ici des dirigeants historiques du pôle de Renaissance communiste en France, aussi le membre de la JRCF. Aussi, je veux saluer la présence de mes camarades internationaux qui sont là-bas, de mis amigos de Venezuela, los compañeros venezolanos, aussi la présence du chargé d'affaires de la Venezuela ici en France. Je vais m'exprimer, je ferai assez rapidement. Je vais aborder un sujet qui nous touche à cœur à toute l'humanité, c'est la paix mondiale et l'impérialisme. En tant que représentant de Cuba, je vais m'inspirer de notre histoire de résistance et de solidarité. Cuba, une petite île des Caraïbes, a fait face à l'impérialisme pendant plus de 6 décennies. Et notre expérience nous enseigne que la vraie paix ne peut exister sans la fin de la domination impérialiste. Mais qu'est-ce que c'est l'impérialisme? C'est cette force qui permet à quelques nations puissantes d'exploiter les ressources, les peuples et les territoires des autres. Souvent par la violence, les sanctions économiques qu'on connaît bien,
ou les interventions militaires que, malheureusement, on les connaît bien aussi. L'impérialisme n'est pas un relique du passé. L'impérialisme, il se manifeste aujourd'hui dans les guerres, dans les blocus inhumains et les ingérences dans les affaires souveraines des différents États qui essayent de prendre un chemin différent. Il sème la division, la pauvreté et la mort, rendant la paix mondiale un mirage inaccessible. À Cuba, malheureusement, on sait quelque chose d'eux. Depuis la révolution de 1959, nous subissons un blocus économique imposé par le gouvernement des États-Unis, c'est-à-dire une forme d'impérialisme moderne qui vise à nous asphyxier. Ces blocus, condamnés chaque année à l'Assemblée générale des Nations unies, a causé des souffrances immenses à notre peuple. Des pénuries de médicaments, de nourriture, des pertes économiques estimées à plus de 150 milliards d'euros. Pourtant, nous n'avons pas plié. Au contraire, Cuba a toujours promu la paix. Nous envoyons des médecins, pas des bombes, des enseignants, pas des troupes d'occupation. Pensez à nos missions internationalistes en Angola. En Angola, en Afrique, où nous avons aidé à vaincre l'apartheid, ou en Afrique, en Amérique latine, où nous luttons contre la pauvreté et les maladies. La position de Cuba est claire. La paix mondiale exige la fin de l'impérialisme. Nous appelons un monde multipolaire, où chaque nation, grande ou petite, respecte la souveraineté des autres. Pas d'intervention unilatérale, pas de sanctions qui punissent les innocents, pas d'exploitation des ressources par une petite, au profit d'une petite élite. Au lieu de cela, promouvons la coopération, promouvons le dialogue et la justice sociale. Comme l'a dit Fidel plusieurs fois, la paix n'est pas l'absence de la guerre, mais la présence de la justice. Chers amis, chers camarades, imaginons-nous un monde où les budgets militaires servent à éradiquer la faim, où les Nations Unies luttent ensemble contre les changements climatiques au lieu de se diviser. Cuba, malgré les épreuves, reste un phare pour cette vision. Rejoignez-nous dans cette lutte pour une paix durable, libre d'impérialisme. Merci pour votre attention. Viva la paz mondiale! El pueblo unido jamás será vencido. 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 Merci beaucoup, camarades. Je passe maintenant la parole à Roy Tassa pour le Parti socialiste unifié du Venezuela. Tú hablas por aquí, por aquí. No, tú hablas y yo traduzco. Me lo das después y yo traduzco. En primer lugar, quiero darle las gracias a los compañeros del partido, de la reunificación, los compañeros organizadores de este acto, y para darnos la oportunidad de hablar sobre la verdad de Venezuela. En eso estamos aquí en Francia y en otras partes del mundo hoy, miles de nuestros militantes llevando nuestra verdad y exponiendo nuestros puntos de vista sobre una coyuntura de la cual voy a hablar ahorita. Alors il remercie donc le PRCF pour l'accueil et il est très content d'être ici avec nous et à la fête de l'humanité avec des milliers de personnes pour pouvoir parler de la vérité de la situation du Venezuela. Estaba viendo en este momento la hora
En Venezuela son las 10:30. En 285 puntos del país, en la geografía nacional, más de 8 millones de milicianos se están dirigiendo en este momento a los cuarteles más importantes de nuestra nación en el primer ejercicio de preparación en defensa de nuestra soberanía. Es la más grande movilización popular y militar que se ha dado en la historia de Venezuela reciente. Donc, à l'heure actuelle, dans plus de 285 sites dans toutes les régions du Venezuela, il y a plus de 8 millions de miliciens qui convergent et qui reçoivent des instructions pour se préparer à une possible invasion. Et du coup, c'est la plus grande mobilisation populaire que le Venezuela ait connue dans son histoire. Como ustedes deben saber, en estos momentos 7 buques de guerra y un submarino nuclear con misiles de largo alcance están rodeando las fronteras marítimas de nuestro pueblo. El ejército de los Estados Unidos está preparando una invasión que pareciera inminente al territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Alors actuellement, il y a 7 vaisseaux de guerre et un sous-marin nucléaire qui sont stationnés autour du Venezuela, dans les eaux entourant le Venezuela. Et en fait, les États-Unis semblent préparer une invasion du pays. Nunca antes, en los 200 años de vida republicana, Venezuela había estado frente a una amenaza tan seria, una amenaza tan terrible como la que hoy tenemos, sobre la base, en primer lugar, de falsas acusaciones y de una intensísima campaña mediática en contra de nuestro país, en contra del presidente Nicolás Maduro y en contra del pueblo de Venezuela. Nunca antes habíamos tenido una acción mancomunada de la mediática mundial e internacional en contra de nuestra nación. Jamais en 200 ans d'histoire, le Venezuela ne s'était trouvé dans une situation aussi difficile et il subit actuellement donc, des fausses accusations, une propagande américaine et occidentale intense contre lui. El Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Chávez, junto con los partidos hermanos del Polo Patriótico, se ha reunido entre antier y ayer de manera urgente para tomar decisiones políticas de mucha trascendencia. Donc le PSUV, donc le parti fondé par Hugo Chávez, et ainsi que de nombreuses autres organisations, dont le PRCF, se sont rencontrés ces derniers jours pour discuter de cette situation et des moyens d'action urgents et dans cette situation critique. Puedo resumirle en 3 puntos las decisiones fundamentales que acaba de tomar el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela. En primer lugar, se tomó la decisión que en cualquier circunstancia y en cualquier modalidad en que estemos, vamos a continuar con nuestro programa de gobierno. Nadie nos va a sacar de la orientación por la que votó masivamente el pueblo en las últimas 7 elecciones. Alors je vais vous dire les trois points qui ont été définis donc, par le Parti socialiste, le PSUV, ainsi que par le gouvernement vénézuélien. Donc les trois objectifs prioritaires du moment.
Donc le premier, c'est de continuer à gouverner et de maintenir les orientations et le programme qui ont été définis et pour lequel le gouvernement a été élu et le président ont été élus. En segundo término, hemos tomado la decisión de profundizar y acelerar el proceso de que a partir de las comunas se conforman los sistemas de autogobierno popular, donde el pueblo directamente asume la conducción, la ejecución y la distribución de los recursos y de las obras tanto de los gobiernos nacionales como de los gobiernos regionales. La profundización de la democratización de nuestro país es uno de los ejes centrales de la revolución, el legado de Hugo Chávez, y ninguna agresión nos va a sacar de esa misión. Alors, le deuxième axe majeur qui a été voté et adopté, donc c'est d'accélérer le processus qui s'appuie sur les communes au Venezuela. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais au Venezuela, c'est un des axes majeurs qui a été lancé par Hugo Chávez. Mais il y a une forte démocratisation au niveau communal et où en fait les communes elles gèrent beaucoup de domaines de la vie quotidienne, et notamment la conduite de travaux, la conduite de la vie sociale, etc., l'exécution, la distribution de tout un tas de choses. Et donc ce deuxième axe, c'est de poursuivre dans cette voie-là, de s'appuyer sur les communes, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. Donc continuer dans la voie de la démocratisation et s'appuyer sur les communes. Desde julio del 2024 hasta julio del 2025 se realizaron en Venezuela 7 elecciones constitucionales. En las 7 elecciones el chavismo sacó una mayoría determinante en la Asamblea Nacional. La mayoría de las gobernaciones, de las alcaldías, de los consejos legislativos y los consejos municipales. Y la oposición constitucional que participó en las elecciones obtuvo también importantes logros en este proceso electoral. Alors, entre juillet 2024 et juillet 2025, il y a eu 7 élections au Venezuela, que ce soit locales, nationales, etc. Donc 7 élections prévues par la Constitution. Et à chaque fois, c'est le PSUV et le chavisme qui ont remporté la majorité des sièges. Mais malgré tout, les partis oppositionnels, notamment la droite qui s'est présentée, a obtenu quand même quelques victoires. Frente a esta situación política, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, ha tomado la decisión de tratar de levantar a la corriente fascista que existe en mi país y que ha tratado en los últimos años de dar 4 golpes de Estado y ha sido derrotada. La corriente fascista hoy en Venezuela está aislada y derrotada. Alors face à cela, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appuyé les fascistes vénézuéliens et a tenté 4 coups d'État récemment qui ont tous été déjoués par le gouvernement. Et donc actuellement, les fascistes vénézuéliens, pour l'instant, ils ont été déroutés, quoi. Ellos el único argumento que tienen en estos momentos contra el pueblo de Venezuela es el de la violencia. El único argumento que tienen es la campaña mediática de crear terror psicológico. Les quiero decir que si ustedes se pasean 5 minutos por las redes sociales, pareciera que Venezuela es un caos. Si ustedes dejan el teléfono por 5 minutos, se dan cuenta que la vida en Venezuela transcurre de manera normal y cotidiana. Alors, les méthodes employées par l'impérialisme, c'est notamment la violence permanente et le terrorisme psychologique.
Si vous vous baladez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous vous rendrez compte que, enfin, on vous dira que le Venezuela, il n'y a rien qui fonctionne, etc. Mais en fait, si vous vous baladez sur place, vous vous rendez compte que la vie poursuit son cours. Nosotros le hemos planteado muy claramente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociaciones y tocar todos aquellos puntos que ellos quieran y todos los puntos que nosotros también querramos. Pero eso sí, en condiciones de igualdad y de respeto a nuestro presidente, de respeto a nuestro pueblo y de respeto al gobierno bolivariano. Donc le gouvernement vénézuélien est tout à fait prêt à négocier avec Trump sur certains sujets, mais bien sûr ça doit se faire dans le respect des exigences du Venezuela et dans le respect de son peuple et de son président. La revolución bolivariana que inició el comandante Chávez desde la década del 90, que ha continuado bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro, siempre ha tenido una definición muy clara. Es una revolución pacífica. Les repito, nuestra revolución tiene una condición muy clara. Es una revolución pacífica. Pero en caso de producirse una agresión militar de parte de fuerzas mercenarias o del ejército de los Estados Unidos, vamos a iniciar una etapa de lucha armada y de declaración de la República en armas. Je traduis pour ceux qui n'ont pas tout compris. Donc depuis les années 90 et la révolution menée victorieuse de Chavez et qui a été poursuivie par Maduro, il a toujours été très clair que donc, la République bolivarienne était pacifique, mais que face à la menace de mercenaires et de l'armée américaine, il est clair que maintenant le Venezuela se prépare à se défendre et à riposter par le concept et l'idée de république en armes. La única vez en la historia que nuestro ejército ha ido a otras regiones, ha ido a otros sitios de América del Sur, fue cuando, convertido en ejército libertador, derrotamos al para ese entonces más grande imperio, que era el Imperio Español. Nosotros combatimos, los venezolanos, desde las playas de nuestro Caribe hasta el Potosí, hasta la frontera con Argentina, y fuimos los protagonistas de la liberación de casi la mitad de América del Sur. Donc la seule période de l'histoire où l'armée vénézuélienne est sortie de ses frontières, ça a été en fait pour virer l'impérialisme espagnol, l'empire espagnol. Et en fait, donc l'armée vénézuélienne à cette période-là était allée jusqu'en Bolivie, dans la région de Potosí, pour lutter contre les Espagnols. Ouais. Quiero decirles por último que nosotros los bolivarianos tenemos la moral suficiente para pedirle a ustedes la solidaridad, para exigirle a ustedes el respeto a nuestro país y la solidaridad con nuestro pueblo. Ese es el pueblo de Simón Bolívar, ese es el pueblo de Hugo Chávez, y no nos vamos a rendir, vamos a combatir y los vamos a vencer. Muchas gracias. Donc la solidarité avec le Venezuela bolivarien qui ne se rendra jamais et qui vaincra. Voilà. Merci. Merci infiniment, camarade.
Je passe maintenant la parole à Henri Parra, un camarade vénézuélien également du Parti communiste du Venezuela. Reciban ustedes un saludo solidario, combativo y revolucionario de los hombres y mujeres de nuestra patria, que hoy están decididos a enfrentar de cualquier manera al imperio más poderoso que tiene la humanidad. Alors bonjour à tous, je vous salue de la part du peuple bolivarien qui se prépare actuellement à affronter l'empire le plus puissant de l'humanité. Nosotros venimos hoy acá a pedir la solidaridad del pueblo de Europa y de los pueblos del mundo que nos están acompañando en estos momentos, por cuanto nuestro pueblo está asediado por el imperio. No es la cabeza de Maduro la que está pidiendo el imperio, quien ofreció 50 millones de dólares por ella. Nous sommes venus actuellement ici pour demander la solidarité du peuple européen avec le Venezuela, qui est donc actuellement encerclé par l'armée américaine. Et en fait, ce que veulent les États-Unis, c'est pas la tête de Maduro, même si sa tête a été mise à prix pour 50 000 $, je crois. Ellos vienen por la destrucción de la revolución bolivariana, así como han querido destruir la revolución cubana, así como han querido destruir la revolución de Nicaragua, también vienen por la nuestra, porque supuestamente somos un mal ejemplo para los pueblos del mundo. Donc, les Américains, ils sont là pour détruire la révolution bolivarienne, de la même façon qu'ils ont voulu détruire la révolution cubaine ou celle au Nicaragua. Parce qu'en fait, l'exemple vénézuélien est un mauvais exemple pour l'impérialisme américain. Pero además, no es saliendo con Maduro o de Maduro como se quedarían con nuestros recursos. Solamente convirtiendo a nuestro país en otro Gaza, pudieran hacerse de nuestros recursos. Y ese es el objetivo de ellos, acabar con todo lo que fue la revolución en Venezuela para ponerle la mano al petróleo, al oro, al gas, al agua y a todos los inmensos recursos con los que cuenta nuestra patria. Donc, ils ne veulent pas seulement virer Maduro, mais ils veulent aussi en finir avec toutes les avancées sociales qui ont été mises en place au Venezuela et également mettre la main sur toutes les ressources naturelles du pays. Lo hemos dicho y lo mantenemos, y lo dijo el camarada. Hoy el pueblo de Venezuela, hoy en este momento, los que no saben manejar un arma, están aprendiendo a manejar un arma. La mujer de 80, 90, el hombre de 80, 90 años, desde el carajito de 15, 20, 30 años, están los cuarteles hoy para defender nuestra patria, porque es o libertad o colonialismo. Donc, en ce moment même, donc au Venezuela, toutes les personnes qui ne savent pas manier des armes, elles sont en train d'apprendre à le faire. Donc que ce soit des personnes âgées de 60, 70, 80 ans, ou des jeunes à partir de 15, 20 ans. Donc ils apprennent à utiliser des armes, ils s'entraînent pour se préparer à l'affrontement, parce que c'est liberté ou colonialisme. Los comunistas entendemos y lo tenemos bien claro que toda revolución tiene su contrarrevolución. Alors pour les communistes, il est tout à fait clair que toutes les révolutions doivent faire face à la contre-révolution. Y el papel nuestro es defender la revolución bolivariana ante la arremetida del imperio norteamericano. Notre rôle, le rôle des communistes, est de défendre la révolution bolivarienne face à l'impérialisme. Pero además,
como Partido Comunista, practicante de del proletariado de la solidaridad internacional, estamos hoy llamando a los hombres y mujeres del mundo a que se solidaricen con este pueblo que no ha hecho sino luchar por la paz para construire una patria bonita. Et donc, nous, communistes, on défend aussi l'internationalisme prolétarien. Et du coup, on appelle tous les hommes et les femmes du monde à être solidaires de notre peuple. Voilà, j'ai oublié la fin. Se me olvidó el final. Ah, no importa. Queremos que sean solidarios con nosotros. Sí, eso lo dije. Eso lo digo. Nosotros hemos dicho, para terminar, camaradas, hemos derrotado el fascismo en Venezuela. Lo hemos derrotado a través de la vía electoral y a través de los intentos de golpe que han querido darle al gobierno del camarada Nicolás Maduro. Recientemente se han decomisado grandes cantidades de armas que han sido dotadas por el imperio norteamericano a los fascistas venezolanos. Donc au Venezuela, pour l'instant, on a réussi à vaincre les fascistes, que ce soit par les élections ou en déjouant leur tentative de coup d'État. Et encore récemment, on a découvert de très nombreuses armes qui étaient cachées, qui avaient été envoyées par l'impérialisme américain aux fascistes au Venezuela. Y ante el hecho de que ya no tienen fascistas capaces de tumbar el gobierno de Nicolás Maduro, ellos se han dado la tarea de asumirlos directamente al imperio norteamericano, de buscar cómo acabar con la revolución bolivariana. Et étant donné qu'il y a pratiquement plus de fascistes au Venezuela qui peuvent attaquer le pouvoir et le gouvernement, du coup les États-Unis ont décidé d'intervenir directement pour le faire tomber. Y lo último que han inventado es que Venezuela es un exportador de droga. Es lo último que han inventado. En Venezuela no se produce droga. Se produce al lado donde nosotros, hermano pueblo colombiano, ahí, en tierra colombiana. En Venezuela no se trafica, se intenta pasar el 5% de la droga que se vende en los Estados Unidos y en Europa. Y no logra pasar el 5%. Alors il dit que le dernier truc que les États-Unis ont trouvé pour discréditer le Venezuela, c'est qu'ils produisaient et ils exportaient de la drogue aux États-Unis. Et donc en fait le Venezuela il ne produit pas de drogue, la drogue est produite malheureusement à côté en Colombie. Et qu'il essaie, il y a des tentatives de faire passer de la drogue par le Venezuela vers les États-Unis, mais que ces tentatives sont empêchées par le gouvernement. El 85% de la droga que llega a los Estados Unidos y llega a Europa, llega por el Pacífico. Y ponen los barcos en el Caribe, por donde no pasa casi droga. Permiten que países que son aliados de ellos, los Estados Unidos, que son rastreros de ellos, que son serviles de ellos, que son lacayos de ellos, vendan la droga. Ahí está el caso de Ecuador, el gran proveedor de droga para los Estados Unidos. Alors en fait, 90% à peu près de la drogue qui va aux États-Unis, elle passe par le Pacifique. Et il n'y a que 5% qui passe par les Caraïbes, donc par le côté du Venezuela. Et en fait, tous les pays alliés des Américains, eux, ils exportent massivement de la drogue aux États-Unis, comme l'Équateur par exemple, et ça leur pose pas de problème. Por último, ya para no molestarlos mucho, ellos, ¿quién consume la droga? ¿Quién distribuye la droga? ¿Quién se queda con los dólares de la droga? Los Estados Unidos. Allá no hay narcotraficantes, allá no hay vendedores de droga, no hay uno preso allá. Y ellos son los que distribuyen la droga que llega a cualquier rincón de los Estados Unidos. Y allá no hay presos. Supuestamente los narcotraficantes están en América Latina. Donc pour conclure, pour pas trop vous embêter, vous ennuyer, juste pour dire que, en fait, j'ai oublié le nom. En gros, il dit qui consomme cette drogue-là, voilà, qui achète la drogue, forcément les consommateurs sont aux États-Unis pour la grande partie.
qui l'achète, qui la distribue là-bas. Et après, on va nous dire qu'aux États-Unis, il n'y aurait pas de narcotrafiquants, etc. Et ils nous font croire que les narcotrafiquants, ils se trouvent dans d'autres pays, notamment au Venezuela. Et los grandes lavadores de los dólares de la droga son los grupos financieros de los Estados Unidos. Et les grands blanchisseurs de l'argent de la drogue, c'est les groupes financiers aux États-Unis. Los grandes beneficiarios de la droga son los grupos financieros de los Estados Unidos. Les plus grands bénéficiaires donc, de l'argent de la drogue sont les grands groupes financiers américains. Ellos dicen, agarren al ladrón, agarren al ladrón. Los ladrones son ellos. Los que están matando a la humanidad, a los jóvenes norteamericanos, son ellos con la droga. Et donc les États-Unis disent attraper les délinquants, etc. Mais en fait, les délinquants, c'est eux. Et en fait, ils volent la vie de millions de personnes en Amérique latine avec le trafic de drogue. Mis camaradas, la solidaridad. Ayúdanos a decirle la verdad al mundo. Somos un pueblo de paz, pero nos preparamos para la guerra. Somos un pueblo que nos ha tocado que aprender de los hermanos cubanos a defender nuestra patria de las intenciones del imperialismo norteamericano de querer volvernos a convertir en colonia. Viviremos libertad, sí, colonia, no. Donc, peuple d'Europe, aidez-nous à défendre la vérité, à défendre la paix. Les Vénézuéliens sont un peuple de paix. Ils s'appuient sur l'exemple de Cuba et ils défendent leur patrie contre l'impérialisme. Donc voilà, pour conclure, on a le choix entre la liberté ou le colonialisme. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Non, je sais pas. T'as encore quelqu'un? Non, c'est pas dit après. Ah. Merci, je pense qu'on peut vraiment remercier tous nos intervenants pour leurs interventions inspirantes. Et pour conclure cette table ronde, je donne la parole à Fadi Cassel, secrétaire national du Pôle de Renaissance communiste en France. Bien. Ouais, c'est bon, ça marche. Bien, bonjour à toutes et tous. D'abord, des remerciements bien sûr pour l'ensemble des délégations qui se sont donné le temps de venir ici aujourd'hui, bien sûr nos camarades cubains, qui d'ailleurs, je tiens à le signaler, étaient quand même au cœur du combat internationaliste mené par le PRCF au moment de sa fondation, à travers le grand meeting qui avait été organisé à la fin de l'année 2004 à Saint-Denis, nous étions déjà présents. Bien sûr, une pensée pour nos camarades vénézuéliens qui connaissent également des temps très difficiles depuis des années, depuis en fait l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez en 1998. À nos camarades également coréens, puisque le Pacifique, on l'oublie souvent, mais l'une des zones les plus dangereuses du monde, et on va le voir à travers d'ailleurs, parce qu'il y a un lien avec la situation nationale en France, à travers la nomination de l'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu. Donc il faudra dire quand même quelques mots au sujet de son activité belliciste dans le Pacifique. Bien entendu, une pensée également pour les camarades qui sont intervenus au nom de l'Union des peuples du Cameroun et de la dynamique unitaire panafricaine, puisque effectivement,
en Afrique, le moins que l'on puisse dire, c'est que les manigances néocoloniales n'ont jamais véritablement cessé, et que la France-Afrique, qui d'ailleurs en réalité n'est pas seulement France-Afrique, mais Euro-Afrique, eh bien, cherche à imposer cette monnaie unique qu'est l'euro via le biais du franc CFA pour poursuivre la domination, bien sûr, des forces impérialistes. On peut penser notamment à Vincent Bolloré au Cameroun. Alors, je ne vais pas refaire un résumé de tout ce qui a été dit, parce que la situation était déjà bien décrite. Et on ne va pas se mentir, on ne peut pas dire que la situation soit très réjouissante. Et on parle souvent du pessimisme de l'intelligence, dont on est obligé de faire une petite synthèse, mais j'insisterai surtout sur l'optimisme de la volonté. Pessimisme de l'intelligence, certes, mais optimisme de la volonté, parce qu'en réalité, il existe des outils. Il existe des outils en France, bien sûr dans les différents pays dont on va parler, puisque les camarades cubains ont parfaitement décrit la façon avec laquelle ils résistent depuis des décennies contre l'hégémonisme des États-Unis. Mais moi, ce que je souhaite avant tout, c'est envoyer un message d'espoir et d'optimisme, et surtout de combativité, de solidarité et de combativité. Alors oui, la situation internationale est très grave. La guerre mondiale est déjà là, il ne faut pas se mentir. Elle est là. Ce n'est pas parce qu'elle a totalement éclaté qu'elle n'est pas là. Elle est là à travers tous les exemples qui ont été donnés. Elle concerne le continent latino-américain. Elle concerne les peuples d'Afrique qui sont écrasés par l'ensemble des impérialismes, et notamment l'impérialisme euro-atlantique. Elle est là du côté du Pacifique. Je parlais de Sébastien Lecornu, dont on va redire quelques mots. Sachez qu'il a été ministre des Armées. Il a été ministre des Armées depuis 3 ans, qu'il a publié un ouvrage qui s'appelle « Vers la guerre » avec un point d'interrogation que vous pouvez enlever, puisque sa mission principale a été de développer la flotte militaire de la France dans le Pacifique Sud avec un objectif majeur, faire de la France la tête de pont de la guerre contre la Chine populaire. Parce qu'il n'y a pas que le conflit russo-ukrainien ou malheureusement le terrible génocide qui frappe Gaza et dont nous avons parlé tout à l'heure à travers donc l'intervention précédente de cette table ronde. Mais il faut avoir conscience que donc elle est là cette guerre et qu'on doit donc faire face à cette réalité en ayant en tête que les États-Unis sont la menace principale à travers notamment l'OTAN et à travers leurs alliés, leurs supplétifs, la théocratie fasciste israélienne. Ce n'est pas moi qui utilise cette expression. C'est le maire de Tel Aviv, Ron Huldan. Ron Huldan, qui le 4 décembre 2022, dans Times of Israel, c'est comme ça si vous avez un petit doute sur la source, il n'y a pas de risque, parle d'Israël comme étant une théocratie fasciste, qui est en train d'écraser le peuple palestinien. Eh bien, c'est à travers ces supplétifs, Israël, l'Union européenne, l'Arabie saoudite, wahhabite, et l'ensemble de tous ceux qui mangent dans la main de l'impérialisme des États-Unis, que se crée un grand encerclement. Un grand encerclement de l'Arctique. Regardez bien ce qui se passe en Arctique, parce que Donald Trump, qui n'est pas un homme de paix, n'en déplaise à des pseudo-souverainistes de droite, voire même certains marxistes, est en fait un belliciste, qui est là pour poursuivre l'encerclement de la Fédération de Russie et de la Chine populaire. Ce grand rift que nous avons théorisé au PRCF, qui part donc de l'Arctique et de la Baltique, pour rejoindre la péninsule coréenne en passant par le Proche-Orient, le Moyen-Orient, par l'Asie du Sud-Est, sans oublier bien sûr ceux qui s'y rattachent. On en a parlé, la Caraïbe avec Cuba et le Venezuela. Eh bien, c'est face à ça que nous devons faire face. Et en même temps, ayons en tête que nous avons un premier outil qui n'est pas directement le nôtre, loin de là, mais qui est la contestation de l'ordre hégémonique. Par qui? Alors tout à l'heure, le nom de BRICS a été cité. Effectivement, il y a les BRICS. Ils ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes. Et il y a même des régimes politiques que nous ne risquons pas de soutenir en tant que marxistes-léninistes. Mais ils ont au moins le mérite de faire un contrepoids. Un contrepoids face à la principale menace pour la paix mondiale. Et au-delà des BRICS, regardez ce qui s'est passé il y a une petite dizaine de jours dans le cadre de la conférence de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui a été d'ailleurs soit traitée de manière très superficielle, voire pas du tout, ou de manière très méprisante ici. Or, ce qui est en train de se passer, c'est un déplacement de centre du monde. Et ça, c'est insupportable, bien entendu, pour l'hégémonisme des États-Unis. C'est la raison aussi pour laquelle, pour finir rapidement ce point, qu'on assiste partout à la montée en puissance des forces réactionnaires et même fascisantes. Parce que dans le fond, les deux marchent de pair. La marche vers la guerre et la marche vers la fascisation. Et l'Europe, de ce point de vue, malheureusement, est très très bien placée, puisqu'il suffit de voir encore une fois que l'été dernier, le Parti communiste de Tchéquie a été interdit, et que de manière générale, les offensives contre les forces progressistes, et notamment communistes en Europe et en France en particulier, eh bien, ne cessent de se poursuivre. C'est aussi un aveu de faiblesse. C'est aussi un aveu de faiblesse et de peur du camp d'en face.
de peur du camp en face. Pourquoi? Eh bien parce que, je l'ai dit, au niveau international, il existe des outils pour affronter cet ordre hégémonique. Il ne s'agit pas de dire d'ailleurs que c'est facile, c'est très difficile, oui c'est sûr. Mais les éléments sont là. Tout à l'heure a été évoquée la plateforme anti-impérialiste mondiale à laquelle effectivement participe le pôle de renaissance communiste en France et qui réunit des formations progressistes, pas seulement communistes, puisque nous avons aussi des camarades du PSUV qui sont membres de cette plateforme et qui permet déjà des échanges intellectuels, bien sûr, conceptuels, mais aussi des échanges pratiques concrets pour pouvoir mener le combat. Nous avons déjà fait de nombreuses manifestations, de nombreuses réunions au niveau international, en Afrique, en Asie, etc., auxquelles nous avons participé pour réfléchir à comment s'opposer à cet ordre hégémonique. Et cette plateforme anti-impérialiste mondiale, elle est indispensable. Mais à l'heure actuelle, pour nous, au PRCF, elle n'est clairement pas suffisante. Pourquoi? Parce que si on regarde historiquement, notamment au XXe siècle, c'est quand il existait un grand mouvement communiste international, sous le nom d'une troisième internationale, le Comintern, qu'il y avait la possibilité d'affronter plus radicalement et plus franchement les forces fascistes. Notez bien d'ailleurs que ça n'a pas empêché l'éclatement d'une guerre mondiale. Mais au moins, ça constituait un point important d'opposition à ces forces fascistes. Et sous l'impulsion de l'Union soviétique, c'est ce qui a permis de vaincre, et de manière très nette, le nazisme en 1945. Eh bien, nous, au PRCF, nous militons pour la reconstruction de ce mouvement communiste international. Et nous sommes impliqués. Nous sommes impliqués à travers des rapprochements que nous opérons avec de nombreux partis communistes d'Europe. Rien qu'en février dernier, sous l'impulsion notamment de notre camarade Anatole ici présent et du secrétaire en relations internationales du PRCF, Maurice Differ, eh bien, nous avons rencontré un ensemble de partis frères de Hongrie, d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, pour nous retrouver autour de la nécessité de lancer le mouvement, impulser, pas à nous tout seuls, nous n'avons pas les forces suffisantes, mais pour impulser ce mouvement indispensable pour reconstruire un vrai mouvement communiste international. Et j'ajoute que ce ne sont pas seulement des mesures institutionnelles que nous prenons. Regardez aussi ce qui se passe à l'intérieur de chaque pays en matière de lutte des classes. Parce que si la paix est possible, c'est aussi avant tout parce que les travailleurs sont au cœur de ce combat pour la paix. N'oubliez pas qu'il y a quelques années ont eu lieu les plus grandes grèves de l'histoire du monde en Inde, avec 250 millions de grévistes, 4 fois la France était en grève, ce qui a permis de faire reculer le projet de réactionnaire Modi qui voulait détruire l'agriculture indienne. Ces derniers mois, ces dernières années, c'est en Amérique du Nord, dans le temple de l'impérialisme, que les mouvements de masse des travailleurs se sont soulevés. Au Canada, aux États-Unis, on peut penser aux Dockers, aux travailleurs de Cargill, etc. C'est-à-dire que la lutte des classes, elle renaît. Et c'est cette lutte des classes qui est le meilleur phare et le meilleur guide pour, si tant est que les travailleurs soient au cœur de cette lutte-là, pour pouvoir mener le combat en faveur de la paix mondiale. Alors naturellement, nous, à notre modeste échelle, que pouvons-nous faire déjà pour aider l'ensemble des camarades? Eh bien, je signale, pour prendre un seul exemple très concret, qu'en ce qui concerne le Cuba, le PRCF s'implique dans une aide matérielle, participe à une collecte de matériel pour pouvoir aider nos camarades cubains de manière solidaire comme nous le faisons depuis des années. Mais soyons clairs que la meilleure contribution pour la paix, nous l'apporterons chez nous. Comment? Eh bien, la première chose, on est en tête que la France, c'est le maillon à l'heure actuelle le plus belliciste et l'un des plus faibles par rapport à cette question de la guerre et de la paix. J'ai parlé tout à l'heure de Sébastien Lecornu, mais n'oubliez pas que cela fait des années dorénavant. Cela fait des années que Emmanuel Macron a pour projet de mettre en place l'économie de guerre. Il le fait, il l'avait annoncé au lendemain de la première grande manifestation pour la défense des retraites, le 20 janvier 2023, donc au lendemain de la première grande manifestation, avec un objectif très clair, pousser la France à être la tête de pont pour mener des conflits de haute intensité. Et les conflits de haute intensité, c'est contre la Russie, c'est contre la Chine populaire. Voilà donc quel est ce projet euro-macroniste, qui d'ailleurs est soutenu en réalité également par l'extrême droite, par le RN, qui ne remet nullement en cause l'appartenance de la France aux institutions qui mènent à la guerre. Ça s'appelle l'OTAN, puisque Sébastien Lecornu veut désormais mettre le niveau de dépense du budget à 5%. 5% du budget devrait être consacré à l'armement. Donc ça veut dire que l'argent, il y en a pour la guerre. Il n'y en a pas pour les salaires, mais il y en a pour la guerre avec eux. Et ça veut dire aussi, eh bien, ancrer définitivement la France au sein de l'Union européenne, qui est un allié stratégique, un partenaire stratégique de l'OTAN, et qui elle-même a une logique offensive
comme on peut le voir, et qui d'ailleurs soutient des régimes comme Israël, la théocratie fasciste, en soutenant, ou en tout cas en ne condamnant pas vraiment le génocide en cours à Gaza. Donc nous devons nous attaquer à notre propre oligarchie, parce que l'ennemi principal est dans notre propre pays. Ce n'est pas notre propre pays, il est dans notre propre pays. Ça s'appelle Macron, ça s'appelle le corps du Bayrou, tout ce que vous voulez, ça s'appelle l'extrême droite qui profite de la situation, et cela nécessite de porter notamment un slogan simple que nous avons lancé il y a 3 ans. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. En face, ils veulent l'inverse, l'argent pour la guerre, pas pour les salaires. Eh bien là, vous faites le lien entre les luttes sociales et le refus de faire la guerre, parce que c'est ça qui est en jeu. C'est ça véritablement qui est en jeu aujourd'hui, amis et camarades qui êtes présents. Et c'est pourquoi, pour pouvoir porter ce combat, oui bien sûr, il est nécessaire de trouver des alliances politiques. Oui bien sûr, il faut aussi porter le discours comme le font les camarades travailleurs du PRCF dans les confédérations syndicales à travers ce slogan, mais pas que. Parce que, on l'a dit, la reconstruction de la paix, le combat pour la paix, c'est aussi à travers un syndicalisme de classe. Et de ce point de vue, il faut signaler le rôle très important joué par la Fédération syndicale mondiale pour pouvoir porter justement ce combat contre l'impérialisme. Mais, et la condition centrale, elle est aussi là, si nous voulons vraiment espérer que ce combat pour la paix soit porté de manière efficace, nous estimons au PRCF qu'il faut reconstruire un grand parti communiste franchement marxiste, c'est-à-dire un parti qui analyse les choses concrètement, qui n'a pas peur de dire que le régime de Kiev est un régime clairement pro-nazi soutenu par les États-Unis, que c'est le principal fauteur de guerre vers l'Europe de l'Est, que c'est ça qui menace à l'heure actuelle la paix mondiale, que les États-Unis sont le principal, et quand on a dit ça, on n'a pas dit que tous les autres sont parfaits, mais sont la principale menace pour la paix. Et voilà pourquoi nous vous invitons, vous les jeunes travailleurs qui êtes ici, les moins jeunes également, à rejoindre et à adhérer au le pôle de Renaissance communiste en France et la jeunesse pour la Renaissance communiste en France, à vous abonner au journal Initiative communiste, à lire également Jeunesse du Monde, à vous abonner à la revue théorique Étincelle, qui permet de faire le point sur l'ensemble de cette situation géopolitique, à consulter l'ensemble des publications des camarades, philosophes, historiens, économistes, juristes, il y en a des tas. Et plus que jamais, la condition pour avoir la paix, c'est d'en finir une bonne fois pour toutes avec cet ordre euro-atlantique. En France, c'est simple, c'est le Frexit progressiste. La sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. Europe atlantique ou monde pacifique, il faut choisir. Nous avons choisi le monde pacifique. Il faut choisir Europe atlantique ou monde pacifique. Il faut choisir Europe atlantique, le monde pacifique. Il faut choisir Europe atlantique ou monde pacifique. Il faut choisir. Debout les forces de la peur, la raison dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, pour l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Le socialisme ou mourir, nous vaincrons, nous socialistes.